Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Guadeloupe, actualité. Nous aurons droit à la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers fixés par la préfecture de Guadeloupe. Le super samplon, lui, reste à 1,76 €. Rien ne bouge. Le gasoil augmente de 7 centimes et passe à 1,70 € le litre. La bouteille de gaz, elle baisse à 21,65 € au lieu de 22,79 €. Et suite à la recommandation de la HAS, le ministre de la Santé, François Braun, prendra prochainement un décret pour faire évoluer l'obligation vaccinale des soignants. Suspendue depuis 18 mois maintenant, ces professionnels de santé pourront enfin reprendre leur activité et exiger le versement des salaires dus sur cette période. On fait le point avec Gabi Clavier, secrétaire général de l'UTS UGTG. On faut apprendre effectivement que la HAS a recommandé le gouvernement on a vu quasi lever l'obligation vaccinale et qu'il y a une obligation vaccinale non obligatoire mais recommandée, ça veut dire à l'aide nous attendre, nous disons nous payer nous. Parce que tout maintenant par réintégration seulement nous voulons, nous faisons réintégration, nous faisons permanence sur le nous et réhabilitation nous en tant que soignants. Mais comme vous savez, nous certains droits nous, certaines justesse à position nous et quelque chose à force de répression qui a été devant nous, nous pas faire derrière. Nous avons exigé bien évidemment que nous travaillons nous et que nous prenons de toute façon et que de toute façon nous exercer le métier à nous et tout droit, toute liberté à nous. Et notez qu'avec tout ce qui s'est passé, effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même. 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Et à l'occasion de Mars Bleu, la clinique des Eaux Claires sensibilise au cancer du côlon. Le reste en image. Nous sommes dans le hall de la clinique Les Eaux Claires. Ça fait déjà 2 ans qu'on n'avait pas eu de manifestation. Et ici, dans ce hall, comme vous pouvez le voir, on peut bénéficier du public, des gens qui passent, de ceux aussi, des patients qui viennent aussi en chimiothérapie. Et aussi le personnel soignant de l'hôpital peut aussi avoir l'information concernant ce dépistage et cette lutte contre le cancer du côlon. Effectivement, pendant 2 ans, 3 ans, on a été obligé de fermer les établissements, malheureusement, et on est très content aujourd'hui de se rapprocher des usagers, des gens qu'on peut prendre en charge. Et donc, c'est avec grand plaisir s'est rapproché de la Ligue pour qu'ils puissent intervenir au niveau des eaux claires et venir nous apporter tout leur savoir sur le cancer colorectal. Il est important d'organiser des journées d'information concernant le dépistage du cancer du côlon. Parce que nous sommes en Mars Bleu et c'est le mois où nous devons inciter le public à répondre à l'invitation du CRCDC pour se faire dépister. Et oui, la formation en santé, ça évolue tous les jours. C'est une formation continue. C'est extrêmement important que tout le monde soit au vent des mesures et des innovations. Donc il est important qu'on puisse discuter avec les gens qui savent, qui s'intéressent sur les sujets pour que nos soignants soient performants tous les jours et accompagnent la population. On a eu depuis ce matin beaucoup de personnes, je ne pourrais pas chiffrer. Je pense que nous avons aussi distribué des kits. On a distribué une 20aine de kits et on a eu, alors là je n'ai pas vraiment une idée, mais certainement beaucoup plus de 30 ou 40 personnes qui ont participé à cette manifestation, qui n'est pas vraiment terminée, qui va se terminer dans encore 1 heure ou 2 heures. Et donc on est encore là dans la manifestation et
la Ligue fait, l'animation, parle aux gens. Nous avons eu tout à l'heure un témoignage du patient qui a été opéré, qui a fait la chimio ici, aux Eaux Claires, et qui nous a dit tout son parcours et toute sa joie de s'en être sorti. Depuis 3 ans, et on essaie de vraiment porter beaucoup d'attention aux usagers, d'être extrêmement présent aux réclamations pour améliorer la qualité du service. C'est toujours difficile d'être malade, donc ça nous appartient à nous, équipe soignante et administrative des Eaux Claires, de mettre tout en œuvre pour les recevoir dans les meilleures conditions. Et je crois qu'aujourd'hui, on est très content du niveau de sécurité qu'on offre aux patients et qualité des soins. Et pour ça, je remercie nos équipes très, très chaleureusement. Un reportage d'Olivier Félix. Et Olivier Parent, gynécologue obstétricien, lui sensibilise les mamans et futures mamans à la pré-éclampsie. Cette maladie peu connue touche 15 000 femmes enceintes par an et cause hypertension et présence de protéines dans les urines. Le suivi de grossesse permet de dépister ce dysfonctionnement du placenta qui s'arrête bien heureusement après l'accouchement. Regardez. Moi, je suis gynécologue et je prends en charge les grossesses à risque au CHU. Et ils m'ont invité à parler aujourd'hui de la prééclampsie, une pathologie de la grossesse qui entraîne de l'hypertension, de l'albumine dans les urines. Et je suis venu au centre de la petite enfance pour sensibiliser les mamans ou les futures mamans à cette maladie. Alors les symptômes, c'est forcément la tension, l'hypertension, avoir la barre au niveau du ventre, avoir au niveau des yeux, en tout cas avoir des petits fourmillements. En fait, c'est vraiment être à l'écoute de son corps, savoir en fait être à l'écoute de son corps et surtout partager, donner des informations à sa gynécologue, son gynécologue ou sage-femme. Alors c'est une maladie qui arrive en deuxième partie de grossesse, en général après la 20e semaine d'aménorrhée, donc à partir du 5e, 6e, 7e mois, et qui en général guérit après l'accouchement. Alors pendant les quelques jours qui suivent l'accouchement, il peut y avoir encore des symptômes de la maladie, mais dès qu'on s'éloigne de l'accouchement, c'est guéri, c'est fini. C'est une maladie qui est propre à la grossesse. Alors en fait, on peut faire forcément une prééclampsie ou voir une crise d'éclampsie. Alors crise d'éclampsie, c'est vraiment au stade vraiment assez rare de la pathologie, mais en général c'est pris en charge très rapidement. Il suffit d'être assez véhiatif là-dessus. Et en fait, à ce moment-là, c'est un accouchement malheureusement prématuré, avoir un enfant prématuré, mais le suivi, en tout cas, dès l'accouchement, il n'y a plus de prééclampsie. Donc normalement, le corps revient assez normalement en place. L'idée de cette journée, c'est de sensibiliser les femmes à cette maladie qui n'est pas très bien connue, pourtant qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis très longtemps. Donc sensibiliser les patientes, c'est connaître les signes d'inquiétude, les maux de tête, les nausées, les vomissements, les gonflements quand on est enceinte, et puis se faire suivre par un professionnel de santé pendant la grossesse, parce que c'est le professionnel de santé, en faisant le suivi de la grossesse mensuellement, qui va permettre de faire le diagnostic. Donc c'est de l'hypertension artérielle, de l'albumine dans les urines, des œdèmes, des gonflements. Donc le suivi de la grossesse permet de dépister la maladie. EDF Archipel Guadeloupe dresse le bilan 2022 et les perspectives 2023. Le fournisseur admet être perfectible et se donne les moyens d'améliorer ses performances. L'entreprise en tout cas se réjouit du triplement des productions solaires et éoliennes, mais aussi de la géothermie qui a quand même fait un x5, c'est pas mal. C'est sans compter son rôle dans la formation des hommes et femmes qui assurent l'entretien et l'évolution du réseau. Regardez. Nous, notre objectif, quand on réunit, comme chaque année, la presse locale, c'est bien de rappeler nos missions, qui sont nos missions de gestionnaire du réseau et du système électrique et de fournisseurs exclusifs d'électricité aux Guadeloupéens, puis d'expliquer, de décrire nos perspectives pour l'année future. Ce qu'il faut retenir, c'est une légère baisse de la consommation. Ce qu'il faut retenir, c'est une amélioration de la performance de notre activité. Ce qu'il faut retenir, c'est 600 salariés guadeloupéens qui ont le service public chevillé au corps et qui font tout pour garantir un service public de bon niveau. Certes, on est perfectible, comme tout ce type d'activité, mais voilà, on progresse tous les ans et les choses s'améliorent
depuis plusieurs années. Les perspectives, comme je le disais, sont définies, elles vont être définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce qui est ambitionné aujourd'hui, c'est quasiment un triplement de la production solaire, quasi un triplement de la production éolienne, une multiplication par 5 de la production géothermique. Et après, ce qu'il va falloir aussi préserver, c'est tout ce qui est moyen de production pilotable pour pouvoir garantir l'équilibre offre-demande à tous les instants et dans la durée. Notre objectif, en fait, c'était vraiment de faire découvrir que EDF, Archipel Guadeloupe, a un campus et que nous sommes un centre de formation qui est habilité TST. TST, qu'est-ce que c'est? C'est les formations travaux sous tension. Donc, c'était vraiment pour montrer également que EDF, Archipel Guadeloupe, forme également sur son territoire. Notre engagement et notre ADN, c'est d'accompagner au développement économique. On a parlé de l'emploi, on est un acteur phare sur le territoire en termes d'emploi, en termes d'accompagnement à la formation professionnelle, à l'insertion professionnelle. Et puis, on accompagne aussi les publics en situation de précarité et on met notre expertise au service de la région Guadeloupe et de l'État et des collectivités locales pour accompagner le territoire dans sa transition énergétique. Mais c'est aussi l'affaire de tous, c'est, j'ai envie de dire, un devoir citoyen que de contribuer chacun à diminuer l'empreinte carbone. Un reportage signé Solène Fèvre. Et on enchaîne avec les premières assises des Outre-mer en Guadeloupe. Et c'est la ville de Sainte-Rose qui ouvre le bal des idées en proposant de mettre en relation les partenaires institutionnels et les financeurs pour réaliser un projet de territoire autour de la mer. Plus de précisions dans le reportage. La mer, l'océan, l'or bleu, n'est-ce pas, est le premier atout de la Guadeloupe. C'est indéniable, c'est indiscutable. On pourra penser à toute forme d'économie. Si on ne revient pas à la mer, on aura tout raté, en gros. Donc, comment faire en sorte que cet océan qui nous entoure, cette mer des Caraïbes, qui jalonne 31 communes sur 32 dans ce pays-là, puisse réellement être capitalisé? Je crois que c'est l'enjeu essentiel. D'ailleurs, c'est tout le sens de ces assises. C'est de faire en sorte que nous puissions remettre au cœur de notre projet économique et touristique l'élément essentiel qu'est la mer. Donc, cette première rencontre, ces premières assises, permettent de mettre en contact, en relation, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires institutionnels, l'ensemble des financeurs, parce qu'il est bien question de finances, qu'ensemble qu'ils puissent penser un projet, non pas un projet pour une commune. Alors oui, c'est nous qui organisons, mais on ne travaille pas pour Sainte-Rose, nous travaillons pour la Guadeloupe. Et demain, eh bien, lorsque nous aurons ensemble préparé ce projet de territoire, nous pourrons le vendre. Et pour le vendre, nous avons besoin de partenaires comme Odyssea. L'environnement, la mer a besoin de nous, elle a besoin qu'on la sauvegarde, qu'on la protège. Et après, parce que derrière, tous les nouveaux métiers qui sont là maintenant disponibles, tout le tourisme, l'attractivité, en Guadeloupe, il y a tout pour réussir. Donc aujourd'hui, le plus grand challenge qu'on vient d'annoncer, cette organisation, c'est la première fois qu'il y aura une grande filière de l'économie bleue sur une région. Donc l'organisation d'une grande filière et ce réseau des maires qui va développer des projets de territoire associant les demandeurs d'emploi, associant la formation, les nouveaux métiers pour construire un avenir bleu et vert. Il faut que le projet soit structuré, il faut qu'il tienne la route, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit capable d'être vendu. Ça, c'est le premier élément. Et puis après, derrière, c'est les financements. Et là-dessus, il faut que les partenaires jouent le jeu. On peut pas on peut pas aimer son territoire moins que les autres. On ne peut pas laisser un étranger aimer son territoire plus que soi. Il faut que les Guadeloupéens s'approprient leur territoire et il faut que chaque acteur institutionnel dans ce pays-là puisse jouer le jeu avec les porteurs de projets. Donc nous allons nous battre pour cela. C'est un projet qui, avec la concertation des communes, devrait représenter plusieurs millions d'euros. Donc il faut qu'il y ait, tant au niveau des ministères, tant au niveau de l'Europe, de Bruxelles, tant au niveau des institutionnels en Guadeloupe, une large concertation et surtout une acceptation pour que nous puissions cheminer ensemble. Je sais qu'elle va réussir parce que vous avez entendu les gens, tout le monde est partant, tout le monde a envie. Et il est temps, je crois, que la Guadeloupe recueille ce que l'héritage lui a donné, à savoir une culture, une mer fantastique, des savoir-faire, un rhum qui nous fait rire et qui nous amène dans toutes les époques de notre vie à fêter ça. Donc un projet d'Adrien Baron, maire de Sainte-Rose, qui a d'ailleurs récemment marié l'artiste Kérosène, que l'on félicite pour son union et on lui souhaite effectivement beaucoup de bonheur. Et on se rend maintenant à Destrélan pour l'opération séduction de la Friendly Island. Les offices de tourisme de Saint-Martin et Sainte-Martine sont là pour vous faire craquer. Regardez.
On propose la destination de Saint-Martin. Nous avons les 2 offices de tourisme de Saint-Martin qui sont présents. Nous avons également nos socio-professionnels via les hôtels, les activités. On a également un stand de dégustation. On a nos danseurs, on a l'animateur, on a l'association des taxis. On est venu ici vraiment pour mettre en avant la destination avec ses facettes. Guadeloupe, c'est une des îles de la Caraïbe. Pour Saint-Martin, c'est très important. Sur toutes les années, les gens viennent à Saint-Martin pour vacances, pour faire le shopping, les choses comme ça. Et pour cette raison, nous sommes ici pour dans les offres pour le saison bas à Saint-Martin. Il y a de super promos pour cette offre Saint-Martin et surtout pour nos 20 ans, parce que nous fêtons nos 20 ans cette année. Saint-Martin, c'est une île très unique dans la Caraïbe, avec les 2 côtés. Ils sont très petits, mais avec un peu de tout à faire. Et pour cette raison, pour nous, Saint-Martin, c'est pour le Guadeloupéen pour venir pour faire un passage sans vacances. Ce qu'on propose aux Guadeloupéens, c'est d'avoir des vacances vraiment mémorables, pas loin, dans un cadre. Grand Casse Beach Club, c'est vraiment un cadre où on vient et on se lâche les cheveux, je dirais. Donc c'est un hôtel qui est situé sur la plage, pas loin de l'aéroport, 3 minutes de voiture. Et si on veut y aller à pied, c'est possible, on y met quoi, un quart d'heure maximum si on a des bagages. Et c'est un hôtel qui est carrément, comme je vous dis, situé sur la plage, à côté des meilleurs restaurants, pas que de Saint-Martin, mais de la Caraïbe. Parce que le boulevard de la gastronomie de la Caraïbe se trouve à Grand Case. Vous savez, la Guadeloupe est un client très fervent qui adore la destination de Saint-Martin, qui vient, dès qu'ils ont des vacances, ils viennent. Donc l'idée, c'est de pouvoir rafraîchir leur esprit sur ce qui est proposé sur la destination. Sachant que Saint-Martin, c'est très petit, mais en termes d'activité et de vie nocturne, on est très riche. We want to invite all of the Guadeloupeans to come to St. Martin to enjoy our beautiful island, just to get away from your hustle and bustle and relax and enjoy all of the pleasures that St. Martin has to offer. Our beaches, our food, the shopping. Just come and enjoy yourself. We love having you on St. Martin and we look forward for you coming again. Et maintenant, je reçois Cédric Ido, scénariste, réalisateur, acteur et illustrateur. Il est membre du jury du festival Nouveau Regard et présentera aussi son dernier film La Gravité qui est hors concours. Bonsoir, monsieur Ido. Bonsoir. Merci de me recevoir. En tant que membre du jury, qu'attendez-vous des œuvres qui vont vous être présentées ? Avant tout, d'être surpris. Moi, c'est un peu mon leitmotiv en tant que metteur en scène, en tant que réalisateur, c'est d'arriver à surprendre le spectateur pour qu'il s'engage justement dans nos histoires. Et voilà, quand on regarde les films, on s'attend aussi à être surpris, à être pris en grippe par ces histoires qui concernent la Caraïbe entière. Ça devient très compliqué. Est-ce qu'on n'a pas fait déjà le tour un peu de tout ce qui se fait en termes cinématographiques ? Non, je pense que les histoires évoluent aussi avec les générations et je pense qu'on aura toujours des choses à raconter et puis on aura toujours puisé aussi dans notre... en particulier ici, dans notre folklore et dans toutes ces choses qui n'ont pas encore été racontées. Je pense qu'on peut encore surprendre, et bien plus même. Donc arriver à surprendre de par le scénario ? Oui. C'est le principal, le scénario ? Le scénario, c'est la vraie base, on va dire. C'est la base et à partir du scénario, justement, quand on a un bon socle, on peut se reposer là-dessus et puis on peut être surpris aussi par tout ce qui va se passer, toute l'alchimie du film, on va dire. Je pense que le scénario, il faut vraiment que ce soit solide. Voilà. En tout cas, moi, dans ma manière de travailler, quoi. Et vous, vos préférences vont sur quoi ? Mes préférences en général ou bien sur... En général. Bon, en général. Ce qui va vous influer d'ailleurs pour le concours. Ouais, moi j'aime bien être touché aussi. J'aime bien être... émotionnellement, j'aime bien être touché. Voilà, c'est souvent ce que je me dis. Mais même là, en tant que membre du jury, je m'attends à être touché aussi par des histoires que je ne soupçonne pas et de me dire comment justement le réalisateur et son équipe ont réussi à me toucher, à me sensibiliser par rapport à un sujet. Et souvent, on adhère beaucoup plus quand on est touché justement à un sujet, quoi. La performance technique ? Performance technique, je dis, ça vient toujours après, je crois. En fait, si ce qui est à l'intérieur est très fort et si la connexion se fait avec le spectateur. Il n'y a pas beaucoup, voilà. Mais la technique permet ça aussi, mais quand on sait se servir dans la technique, en fait, je pense qu'il faut se servir de la technique comme moyen de toucher la sensibilité aussi, quoi. Alors quand la technique va ailleurs, on se perd un peu, je pense. Ouais.
Vous êtes plus cinéma français ou cinéma américain? Je dirais, honnêteté, bien évidemment. En toute honnêteté, je dirais tout. Vraiment, je m'arrête pas. Genre, non mais vraiment, je sais que j'ai baigné dans le cinéma américain, comme j'ai aussi baigné dans un certain cinéma français, un vieux cinéma, voilà, par mes parents, par mon père aussi, qui était un très grand cinéphile, et puis cinéma américain, forcément parce qu'on a baigné dedans, et que voilà, j'essaye vraiment moi de m'inspirer de tous ces cinémas-là pour aussi en faire à ma sauce, quoi. Mais je pense que je suis inspiré par tout ça. Ouais, parce que est-ce que c'est pas un peu la fin de l'ère du cinéma français? Non, parce que les films ne font plus vraiment d'entrée, non, mais pas trop. Je pense que bon, on est aussi dans un, on va dire, on est aussi dans un cycle, on est aussi dans un espèce de renouvellement d'une certaine manière. Et je pense que c'est là, à ce moment-là, que le spectateur aussi prend sa place avec toutes les offres qu'on a aujourd'hui, que ce soit par les plateformes, par voilà, tout l'étranger qui arrive aussi et qui, d'une certaine manière, fait une proposition. Maintenant, on a les Hollywood, exactement, on a tout, on a vraiment le choix en tant que spectateur. Et je pense que c'est là aussi où l'industrie doit aller chercher les gens en proposant des choses qui vont les surprendre aussi et qui vont les ramener dans les salles de cinéma, quoi. Et voilà, sinon on peut tous rester à la maison, regarder nos séries, mais je crois que l'expérience collective, justement, moi c'est ça qui me fait triper. Donc un bon scénariste, un bon réalisateur devrait aller puiser un peu partout. C'est ça, je pense, ouais. Au moins de quoi savoir se mettre à la page et justement savoir écouter aussi les envies du spectateur, quoi. De pas être trop. Est-ce qu'on ne doit pas le devancer, le spectateur, puisqu'on doit le surprendre? Donc, oui, bien sûr, oui, je suis d'accord. Oui, quelque part, on doit le devancer, mais tout ça vient de la surprise aussi, d'arriver à surprendre le spectateur et de l'agripper. Il y en a qui arrivent à faire ça aujourd'hui et qui, en toute, voilà. Est-ce que vous allez donner des petites recettes? Ah, je sais pas, j'espère que mes recettes fonctionnent, hein. Justement, si elles fonctionnent, je veux bien les partager. Mais ouais. Ben, on va faire un petit test, déjà, en regardant la bande-annonce justement de votre dernier film, La Gravité. La gravité dirige les trajectoires de toutes choses dans l'univers. Elle est responsable des mouvements planétaires, comme de la chute des corps. Elle est partout. Sous toutes les formes. Il est possible que cette fois-ci, on assiste vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit d'un alignement de planètes parfait. Et c'est en ça que c'est inédit. Toi, tu t'en vas déjà, là? Ah, faut que j'aille aider mon frère à faire un dernier petit truc. L'autre Christophe, il est sorti du placard, là. T'es revenu dans le coin? Sur tes petites inventions, là? Faut pas qu'il reste ici, il va nous foutre dans la merde avec les renards. Du bédon. C'est leur docu maintenant. C'est une drogue de synthèse qui n'est pas classifiée. Il n'y en a pas un là qui est traçable. Pas d'armes, pas de téléphone portable, rien. Soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. Eh Ronin, je pense qu'on est ensemble. Je veux pas qu'il arrive un truc à mon frère à cause de tes conneries. Lui, c'est Rudy. Son taf, c'est de cacher les sous. Après, il dispatche aux nourrices. Je suis chez moi ici. Pas comme vous là. Je donne pas mon cul à ces petits là. Vous avez fait quoi de votre argent? À part baiser des putes, poser des tailles et faire des locks, hein? Les petits vont me tuer. Fais une fixette sur toi et ton frère. Ils disent que vous niquez l'équipe de la cité. Quand on s'est mis ensemble, je t'ai dit je me barre d'ici. Et tu m'as supplié de t'attendre. Après cet alignement, le monde ne sera plus jamais le même. C'est la fin de votre cycle. Donc La Gravité qui sera dans les salles le 3 mai prochain. Le 3 mai, voilà, et non le 21 décembre comme c'est écrit à la fin. C'était annoncé initialement. C'est ça. Petit retard dans le film. Ça a été repoussé justement pour mieux sortir. Voilà, on s'est donné toutes les chances de préparer la sortie en le sortant le 3 mai justement. En France et puis ici aussi, j'espère, en Guadeloupe, quoi. Et puis, on imagine que c'était pas simple de boucler un gros projet comme ça. Non, c'était pas simple du tout. C'était pas simple, mais après, je pense qu'il n'y a aucun projet de film qui est simple. Je pense que chacun a sa complexité. Voilà, il fallait réussir justement à raconter cette histoire qui est quand même, on va dire, ambitieuse. Qui est quand même assez ambitieuse, réussir à la raconter dans l'économie qu'on avait et puis aussi avec les forces qu'on avait. Voilà, là, je pense que voilà, on a fait au maximum pour offrir justement ce film aux gens, quoi. Beaucoup de nouvelles têtes
Beaucoup de nouvelles têtes, ouais. Beaucoup de nouvelles têtes, mais de têtes qu'on a déjà vues, qu'on ne soupçonnait pas dans ces univers-là. Justement, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de créer des cadres comme ça pour inviter des comédiens et même des techniciens, justement, et que chacun juste s'exprime à son maximum sur la pellicule, quoi. C'est ça. Alors on va essayer de comprendre un peu le synopsis. On parle d'alignement de planètes, de fin de cycle, de deux frères qui nuisent à l'équilibre de toute une cité, de changements, de bouleversements. C'est ça. Vous parlez de la société actuelle, quoi. Absolument. Oui, en quelque sorte. En fait, moi je vois de manière à plus grande échelle le cinéma comme une métaphore, mais notamment là la métaphore de la gravité qui est quelque part le plafond de verre, en fait. Le plafond de verre et puis des personnages qui évoluent comme ça dans une société qui ne les reconnaît pas, des personnages hyper talentueux. En fait, c'est vraiment la base du film, c'est que ces trois personnages centraux, on va dire, sont des personnages un peu des génies, de grand talent, quelque part, en tout cas, qui ont un grand talent, mais qui n'arrivent pas à exploiter justement dans une société qui ne les reconnaît pas et qu'ils doivent... et qui finissent par être victimes justement de ça et de penser qu'ils ne sont pas aptes à faire ces choses-là. Alors on part quand même de la cité. Absolument. La cité en hexagone, il y a beaucoup de films qui parlent de la cité. Ouais. Alors comment se différencier justement en étant sincère avec ses influences, avec sa manière de raconter une histoire justement, parce que on va dire le film de cité devient un genre, même si j'aime pas trop dire ça, mais ça devient un genre. Et puis comment sortir de ce genre-là et ramener d'autres genres justement, mais il faut toujours que ça ait une signification. Et là, la métaphore, il faut qu'elle ait une signification, il faut que le genre justement soit décliné de manière à créer des strates comme ça de lecture. Voilà, c'est à vraiment rendre le propos plus fort justement, et que quand on sorte du film et qu'on y pense, qu'on y repense encore, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qu'on arrive à, en sortant justement d'une salle, peut-être 3 jours plus tard, repenser au film et même... avoir tout un tas d'interrogations qui nous viennent. Exactement, parce qu'on voit beaucoup de choses aujourd'hui, et souvent même quand je vais au cinéma, je me dis... J'essaie d'y repenser, même, je sais pas, même dans l'heure, des fois j'oublie que j'ai vu un film. Ah non, mais il y a des films, clairement, des séries, on les oublie 2 minutes après. 2 minutes après, on les oublie, mais je trouve ça très, très important, vu la difficulté de réaliser une œuvre. Qu'est-ce que tu laisses, quoi ? Qu'est-ce qu'on laisse au spectateur quand il sort de la salle, quoi. Alors, vous avez fait un choix de plan à l'américaine, clairement. Oui, d'influence à l'américaine, à la japonaise aussi, voilà, à la japonaise, à l'américaine. C'est vraiment moi, j'assume totalement mon côté pop culture et voilà, j'ai aucun snobisme à ce niveau-là et j'ai envie de ramener ça. J'ai envie que les gens se reconnaissent, parce que je pense vraiment que c'est le parce que de parler de quelque chose, d'un drame social qui se déroule en cité, on va dire plutôt française, parisienne, comment on rend cette chose universelle en fait. Et je réalise aujourd'hui que la manière de rendre ça universel, c'est le genre, ce qui nous lie tous. Je suis sûr qu'on a les mêmes codes, on reconnaît voilà, les plans à l'américaine, on reconnaît aussi les références japonaises et toutes ces choses-là, surtout aujourd'hui avec l'ère du manga. Et puis c'est quelque chose, c'est vraiment une connexion comme ça, je pense réussir à raconter quelque chose de personnel en se connectant tous, quoi. Et les Guadeloupéens pourront donc découvrir ce film, La Gravité, pendant le Festival Nouveau Regard. Absolument, dimanche à 17h, il sera au Palais de la Culture Félix Proto, à Aux-Abîmes. Et donc ce sera une occasion effectivement de découvrir ce film, La Gravité, réalisé par Cédric Ido, qui est présent ce soir. En tout cas, merci beaucoup, merci Monsieur Ido. Ne soyez pas trop sévère effectivement avec les films qui sont en compétition. Ah non, je prends vraiment du plaisir. Ouais. Et puis on apprend beaucoup aussi. Il y a un truc quand on est jury, c'est qu'on apprend des films des autres. Et puis vous échangez beaucoup de petites idées ? Oui, quand même. Et puis ce qui reste, comme je disais, il y a des films qui sont hyper inspirants aussi. Ouais. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.